lorsque 2 enfants ont mystérieusement disparu dans l'agglomération de Boston, dans l'État américain du Massachusetts, la police n'a même pas eu besoin d'enquêter, car elle savait déjà où chercher le principal suspect. Un meurtrier connu pour ses viols d'enfants était en liberté dans la ville, un monstre sanguinaire et sans pitié. Cliquez sur like et abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs. Né le 29 novembre 1895 dans la campagne du Massachusetts, Jesse Pomeroy est issu d'une famille pauvre et dysfonctionnelle. Cadet de 2 frères, Jesse se distingue par le fait qu'il est né avec une sorte de membrane blanchâtre sous l'œil droit, ce qui donne l'impression qu'il n'a pas de pupille colorée. En plus de l'exclure de l'école, car il était aussi très grand et était mis à l'écart par les autres élèves, cette particularité dégoûtait son père, qui le battait pour y remédier. Thomas Pomeroy n'a jamais caché qu'il rejetait son fils cadet et, lors de plusieurs épisodes d'ivresse, car il était alcoolique, il a fini par le battre. Il attachait généralement le garçon à un tronc d'arbre ou à un meuble de la cave et le battait à coups de ceinture. Parfois, il exigeait également que le garçon soit nu, ce qui rendait les coups encore plus douloureux. Certaines sources suggèrent même que lors de ces épisodes d'agression où le garçon restait nu, il subissait également des violences sexuelles de la part de son père, mais ces informations sont contradictoires et non confirmées, mais elles peuvent être mises en parallèle avec celles d'autres tueurs qui ont des histoires similaires à celles de Jesse, ce qui renforce cette théorie. En conséquence, Jesse s'est senti de plus en plus seul et exclu de l'école, préférant passer son temps seul plutôt qu'avec les autres enfants. Son passe-temps favori était les histoires sur les rébellions indiennes et les punitions infligées par les officiers britanniques dans le pays, toutes pleines de violence, de sang et de techniques de torture, ce qui a conduit Jesse à essayer de reproduire certaines d'entre elles pendant les pauses avec les camarades de classe qui acceptaient d'y participer. Comme pour d'autres psychopathes, les premiers signes indiquant que quelque chose n'allait pas chez Jesse Pomeroy sont apparus dès l'enfance. Alors qu'il n'avait que 10 ans, il a tué les oiseaux de sa mère sans raison apparente, et à 10 ans, il a été surpris en train de torturer le chat d'un voisin à l'aide d'un couteau. Ces faits éveillent les soupçons, mais ses parents et son frère ne font rien, se contentant d'ignorer le comportement de l'enfant et, s'ils le peuvent, son existence. Le 22 décembre 1871, à l'âge de 12 ans, Jesse fait sa première victime. Après avoir attiré un jeune garçon dans un endroit isolé, il réussit à l'immobiliser, à l'attacher à une poutre métallique et à le battre à l'aide d'une corde, de la même manière que son père l'avait fait pour lui. Après le premier crime, Jesse, sa mère et son frère aîné ont quitté la ville où ils vivaient pour s'installer dans la capitale, Boston. Ce déménagement était nécessaire parce que la matriarche devait travailler, car c'est à cette époque que le père de Jesse a abandonné la famille, la laissant dans une situation financière encore plus difficile et faisant grandir encore plus la colère du jeune garçon. Le 21 février 72, il bat une fillette de 7 ans, Tracy Hayden, et laisse son cadavre sur une colline. Le 20 mai, Robert Meyer, âgé d'à peine 8 ans, est battu et abandonné par des policiers dans la banlieue de Chelsea, où il vivait. Le 22 juillet, Johnny Balch, également plus jeune, a été découvert ligoté et battu dans un entrepôt abandonné près de la colline où Tracy avait été abandonnée 5 mois plus tôt, ce qui a incité les autorités à considérer que les 2 affaires étaient liées. À l'époque, le journal de la capitale, le Boston Globe, rapporte que l'inquiétude de la population face à ces événements a déjà atteint son paroxysme et que les autorités soupçonnent déjà un enfant du diable d'être l'auteur de ces crimes. La 4e attaque a eu lieu contre George Pratt, âgé d'à peine 7 ans, près de la partie sud du port de Boston, le 17 août. Moins d'1 mois plus tard, le 11 septembre, un autre garçon de 7 ans, Joseph Kennedy, est attaqué par Pomeroy, frappé et même poignardé avec un canif. Pomeroy devient de plus en plus violent et commet des atrocités de plus en plus graves. 6 jours plus tard, des maçons travaillant sur une autoroute au sud de Boston découvrent Robert Gould, âgé de 5 ans, attaché à un poteau télégraphique près du chantier, battu et poignardé avec le même couteau que Pomeroy avait utilisé sur Kennedy. Peu à peu, le sentiment d'impunité de Pomeroy grandit, mais le destin fera en sorte qu'il n'aille pas aussi loin.
Quelques jours après sa dernière agression, alors qu'il se rend au commissariat de police de South Boston, Pomeroy, poussé par la curiosité, décide de jeter un coup d'œil à l'intérieur du bâtiment par la fenêtre, sans savoir qu'il dévoilera son visage à Joseph Kennedy, le garçon qu'il avait poignardé moins d'un mois auparavant et qui était interrogé par les policiers à la recherche de l'auteur du crime. Kennedy l'a immédiatement reconnu et l'a désigné comme l'auteur du crime. Pomeroy est alors poursuivi par la police et placé en garde à vue, où il avoue les agressions et les tortures qu'il a infligées au garçon. Cependant, comme la police soupçonnait déjà que les crimes étaient liés, elle a fait venir tous les enfants victimes de Pomeroy et, un par un, ils l'ont tous désigné comme l'auteur des faits. Lors de l'audience du 21 septembre 1872, Pomeroy est entendu et, sur les conseils de sa défense, avoue tous ses crimes devant le tribunal pour enfants du district de Chelsea. En conséquence, il est reconnu coupable et condamné à 6 ans d'emprisonnement à la maison de correction pour garçons de Westboro, également dans le Massachusetts. Pomeroy était un sadique et très probablement aussi un psychopathe. Les psychopathes ont le désir de faire du mal aux autres et ne respectent pas les sentiments ou les droits d'autrui, sans parler de l'empathie. Les psychologues font la distinction entre les sociopathes et les psychopathes en raison de l'origine de leurs actes. Alors que les sociopathes se développent sous l'effet de stimuli externes, la psychopathie est un état de naissance qui n'est déclenché que par des éléments extérieurs. Jesse était probablement un psychopathe, car il en a montré les signes dès son plus jeune âge, et ces éléments n'ont été qu'exacerbés par la violence qu'il a subie pendant son enfance. Lors de son inculpation, la police l'a qualifié de criminel organisé, c'est-à-dire qu'il planifiait, avait une méthode et toujours un plan en cas de problème. Pomeroy savait être prudent et ne laissait aucune trace de ses crimes. Il a également été classé dans la catégorie des délinquants sexuels, ce qui signifie que ses crimes avaient des motivations hédonistes et sexuelles. Ce type de criminel, en plus de torturer ses victimes, pratique généralement la nécrophilie et le cannibalisme avec les cadavres. Ce qui s'est effectivement produit, Jesse se masturbant pendant qu'il torturait ses victimes, et plus tard avec les corps de ses victimes mortelles. En raison de la surpopulation, Jesse a été libéré prématurément de la maison de correction et a purgé moins de la moitié de sa peine de 6 ans, ce qui signifie qu'à l'âge de 16 ans, il était de retour dans les rues de Boston, beaucoup plus dangereux et expérimenté qu'auparavant. En mars 1874, une fillette de 10 ans, Katie Curran, disparaît dans la ville. En l'absence de preuves, la police ne peut rien faire contre Pomeroy, qui a continué à mener une vie apparemment normale depuis qu'il a quitté la maison de redressement. Cependant, moins d'1 mois plus tard, une autre victime apparaît. Cette fois, Horace Millen, un garçon d'à peine 4 ans, retrouvé mutilé dans un marais près du port de Boston. Là encore, il semble que les affaires soient liées, ce qui amène la police à interroger Pomeroy et à se rendre chez lui pour chercher des preuves qu'il pourrait être l'auteur des meurtres. Mais rien n'est trouvé pour l'incriminer, ce qui contraint la police à le laisser tranquille. Cependant, il continue d'être surveillé et, au fil du temps, la police remarque des mouvements étranges de l'adolescent dans le magasin de sa mère, ce qui l'amène à fouiller également l'établissement. Au cours de la perquisition, il découvre le corps de Katie, caché à la hâte dans un tas de cendres dans la cheminée. Incapable de s'échapper cette fois, Pomeroy est à nouveau arrêté et finit par avouer les 2 meurtres, ce qui lui vaudra d'être condamné par la Cour judiciaire suprême du comté de Suffolk en décembre 1874. Lors de l'audience, c'est Pomeroy lui-même qui plaide sa défense, se passant d'un avocat commis d'office. Cependant, ses efforts ont été vains, puisque le jury l'a déclaré coupable et l'a condamné à la peine de mort. Cependant, la loi du Massachusetts stipule que pour que l'exécution ait lieu, elle doit être signée personnellement par le gouverneur de l'État. Pomeroy étant le plus jeune condamné à mort de l'histoire du Massachusetts, le gouverneur de l'époque, William Gaston, a refusé de signer la sentence lorsque le document est arrivé dans son bureau. Le seul moyen de poursuivre la procédure est de faire voter le Conseil d'État du gouvernement du Massachusetts, qui renouvelle alors la demande. Pour que Jesse soit recondamné, si l'on peut dire, il suffit d'une simple majorité. Au total, il y a eu 3 votes, et lors des 2 premiers, le Conseil a voté pour le maintien de la condamnation à mort, que le gouverneur a de nouveau refusé de signer. Lors du 3e vote, le Conseil décide de ramener la peine de Pomeroy à l'emprisonnement à vie dans une cellule de confinement,
ce qui ne nécessite pas la signature du gouverneur. De sorte que Pomeroy commence à purger sa peine en août 1876 et reste incarcéré jusqu'à la fin de sa vie. Âgé d'à peine 16 ans, Pomeroy commence sa peine à l'isolement. Il est connu pour fréquenter assidûment la bibliothèque de la prison et apprend même plusieurs langues étrangères en y empruntant des livres, notamment l'hébreu et l'allemand, langues dans lesquelles il écrit même des poèmes, qu'il demande aux autorités de publier, mais en vain. Toujours aigri par sa défaite au tribunal, Jesse Pomeroy a également étudié le droit pénal pendant sa condamnation, dans l'espoir de rédiger des recours juridiques contre sa peine et d'obtenir un nouveau procès, voire d'annuler sa condamnation. Cependant, ces demandes n'ont jamais été satisfaites, et le meurtrier n'a jamais eu droit à une seconde chance de liberté, puisqu'il avait gaspillé la première après sa sortie de la maison de correction. En 1914, à l'âge de 55 ans, Pomeroy subit une évaluation psychiatrique au cours de laquelle plusieurs traits de psychopathie furent observés, ce qui fut très important pour le début des études sur le sujet en psychologie, puisque ses crimes et son comportement servirent de base à plusieurs étudiants et chercheurs. Tout au long de sa vie, on a signalé 10 à 12 tentatives d'évasion de Pomeroy, qui a utilisé tous les moyens possibles pour tenter de retrouver sa liberté, depuis les cordes et les perceuses jusqu'au stylo en acier trouvé dans sa cellule. Les rapports d'évasion décrivent la volonté de Pomeroy comme étant d'une ingéniosité et d'une persistance sans précédent, et indiquent qu'elle aurait pu fonctionner dans des circonstances normales. Cependant, comme il s'agissait d'un prisonnier connu pour ses problèmes, la vigilance autour de lui était toujours renforcée, ce qui faisait échouer ses tentatives d'évasion, qui échouaient peu de temps après leur début, ou parfois même avant qu'elles n'aient de lieu. En 1929, déjà âgé de 69 ans et en mauvaise santé, Pomeroy est transféré du pénitencier à un hôpital psychiatrique pour criminels où il restera jusqu'en 1932, date à laquelle il meurt le 29 septembre, sans avoir jamais retrouvé la liberté ni fait de nouvelles victimes, mais en servant encore aujourd'hui d'étude de cas pour la psychologie criminelle.